J'étais assis à mon bureau, plongé dans des plans de CVC commercial, quand mon téléphone a vibré si fort qu'il a cogné contre ma tasse de café vide. J'ai balayé l'écran, m'attendant à un email d'un entrepreneur. À la place, une alerte de mon application de sécurité résidentielle s'est affichée en lettres rouges et grasses. Détection de mouvement. Entrée principale. J'ai tapé sur la notification, mon pouce accélérant déjà. Le flux en direct s'est chargé, et mon estomac s'est complètement noué. Garé en plein milieu de mon allée, bloquant la vue sur ma magnifique maison au bord du lac à 920 000 $, se trouvait un énorme camion de déménagement cabossé. Debout sur le porche impeccable se tenait mon jeune frère, Corbin. Il arborait ce sourire arrogant et suffisant qui était le sien, faisant teinter une clé en laiton brillante dans sa main. Il y a à peine 3 jours, il s'était assis en face de moi à la table du dîner familial, m'avait regardé droit dans les yeux, et avait ricané. Nous prenons la suite parentale lundi. Papa m'a donné les clés. Et maintenant, le cauchemar se déroulait réellement en haute définition, juste là sur mon écran. J'ai zoomé. Il y avait mon père, Wallace, faisant des gestes agressifs aux déménageurs vers les marches du perron, tandis que ma mère, Lorraine, traînait une valise à fleurs sur la pelouse. Avant que je ne vous raconte comment ma propre chair et mon propre sang ont tenté de détourner le sanctuaire pour lequel je me suis saigné aux 4 veines, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui pense que ce qui est à vous est automatiquement à lui. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage blanche et incandescente que j'avais réprimée pendant 33 ans. J'étais assis là, dans mon bureau, à regarder en direct ma famille orchestrer une prise de contrôle hostile de ma propriété. Ils étaient vraiment en train de le faire. Ils croyaient sincèrement qu'ils pouvaient simplement se pointer, déverrouiller ma porte d'entrée, et emménager avec toute leur vie dans la maison que j'avais sacrifié une décennie de ma vie à acheter. J'ai regardé Corbin enfoncer avec confiance la clé dans le pêne dormant. Il l'a tournée. Rien ne s'est passé. Il l'a secouée, son expression suffisante vacillant une fraction de seconde, puis il a poussé de l'épaule contre la lourde porte en chêne. Elle n'a pas bougé d'un centimètre. Je m'en étais assuré. Mais les voir là, complètement déconcertés de voir leur grand plan se heurter à un mur, a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Comment en étions-nous arrivés là? Comment une famille peut-elle s'enfoncer si profondément dans son propre délire de droit acquis qu'elle pense pouvoir revendiquer une propriété de près d'1 million de dollars sans le consentement du propriétaire? Pour comprendre l'audace pure de ce qui se passait sur mon écran, vous devez comprendre la dynamique profondément toxique qui a défini toute mon existence. J'ai attrapé mes clés de voiture, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes alors que je filais hors du bureau. Mais ce que je ne savais pas en me précipitant vers ma voiture, c'est que la véritable trahison ne se trouvait pas seulement devant ma porte. Elle était tissée dans la trame même de la réalité tordue de ma famille, et les secrets qu'ils cachaient étaient sur le point de tout faire exploser. Le trajet de mon bureau à la maison du lac prenait habituellement 45 minutes, mais mon esprit filait à 1000 km/h. Chaque borne kilométrique que je passais ressemblait à un rappel de l'histoire étouffante que je partageais avec les personnes qui essayaient actuellement de s'introduire chez moi. L'audace était à couper le souffle. Pourtant, si j'étais tout à fait honnête avec moi-même, c'était entièrement prévisible. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, le cuir grinçant sous la pression. Je ne me dirigeais pas seulement vers une situation d'intrusion. Je me dirigeais vers une confrontation qui couvait depuis mon enfance. Le téléphone sur mon siège passager n'arrêtait pas de s'allumer. Appel manqué de papa, message de maman. Je les ai tous ignorés. Ils avaient perdu le privilège de mon attention à la seconde où ils avaient engagé un camion de déménagement dans mon dos. J'avais passé ma vie entière à essayer d'être le bon fils, le responsable, celui qui ne demandait jamais rien et qui subvenait toujours aux besoins. Et c'était ma récompense, une véritable invasion. Alors que l'autoroute s'étendait devant moi, l'adrénaline a commencé à se mêler à une tristesse profonde et épuisante. C'est une chose terrible de réaliser que les personnes qui sont censées vous protéger sont en fait celles dont vous avez besoin de vous protéger. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, le moteur rugissant en réponse. Je n'allais pas les laisser gagner. Pas cette fois. Plus jamais. J'avais bâti ma vie à partir de rien. Brique par brique, dollar par dollar, ils n'allaient pas traiter l'œuvre de ma vie comme un trophée de participation pour l'enfant chéri. Je n'arrêtais pas de jeter un œil à l'écran du téléphone, le flux de sécurité tournant toujours dans une petite fenêtre.
Corbin donnait maintenant des coups de pied dans le bas de ma porte d'entrée, son visage rouge de frustration. Laisse-le taper, pensais-je. Il était sur le point de découvrir que le frère qu'il avait méprisé toute sa vie n'était plus un paillasson. Pour comprendre pourquoi Corbin se tenait sur mon porche en exigeant d'entrer, il faut se promener dans le musée de mon enfance. J'étais l'enfant invisible, la bête de somme fiable. Dès l'instant où j'ai été assez grand pour tenir une lampe de poche, on attendait de moi que je sois utile. À 16 ans, je travaillais comme apprenti pour une entreprise locale de CVC commercial. Je passais mes étés à ramper dans des greniers suffocants remplis de fibres de verre et à geler sur des toits industriels. Je rentrais à la maison avec de la graisse incrustée en permanence dans les plis de mes mains, sentant l'ozone et la poussière de métal. J'étais épuisé, mais j'étais fier. Je gagnais mon propre argent. Corbin, en revanche, avait 3 ans de moins et flottait pratiquement dans la vie sur un nuage de validation incessante de nos parents. C'était l'enfant chéri. Pendant que je réparais des conduits pour acheter mes propres vêtements d'école, Corbin se voyait remettre les clés d'une berline toute neuve pour sa remise de diplôme du lycée. Car, comme ma mère le disait, il devait avoir l'air présentable pour l'université. Il n'a jamais eu de travail à temps partiel. Il n'a jamais payé une facture de téléphone. Il se contentait d'exister. Et c'était apparemment suffisant pour mériter un soutien financier total. Le contraste était écœurant, mais c'était simplement comme ça. Le véritable coup de massue, celui qui me fait encore serrer la mâchoire, est arrivé quand j'avais 22 ans. Je travaillais à plein temps et je payais mes propres cours du soir pour obtenir mes certifications d'estimation de projet. Je vivais à la maison pour économiser de l'argent, payant un loyer à mes parents, achetant mes propres provisions, et couvrant les factures de services publics du ménage parce que, comme le disait mon père Wallace, un homme paie son dû. Cette même année, Corbin a décidé qu'il allait être entrepreneur. Il a abandonné son programme de diplôme en commerce pour lancer une start-up de crypto-monnaie avec ses frères de fraternité. Ce fut un désastre absolu. En 8 mois, il avait dilapidé son capital de départ et réussi à accumuler des dettes massives. Mes parents l'ont-ils tenu pour responsable? Bien sûr que non. Ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, la table même que je leur avais achetée, et ont mentionné nonchalamment qu'ils retiraient 45 000 $ de leur épargne retraite pour renflouer Corbin. 45 000 $. Je me souviens d'être assis là, sentant la légère odeur de mes propres bottes de travail, écoutant ma mère excuser son échec. Corbin est un visionnaire, Vaughan, m'a-t-elle dit en tapotant ma main tachée de graisse. Il prend des risques. Il est sensible. Toi, tu es fort. Tu peux gérer le travail difficile. Il a besoin de notre soutien pour s'envoler. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que mon succès ne serait jamais célébré. Il ne servirait qu'à être exploité. J'étais la fondation solide sur laquelle il pouvait se tenir tout en élevant Corbin vers le ciel. C'est un lien amer et ironique. J'ai littéralement fait carrière dans la construction de systèmes de climatisation, fournissant de la chaleur en hiver et de l'air frais en été pour d'immenses espaces commerciaux. J'ai passé ma vie à m'assurer que les environnements étaient confortables pour les autres. Pourtant, l'environnement au sein de ma propre famille n'était que froid, calculateur, et complètement dépourvu de chaleur pour moi. Chaque promotion que j'obtenais, chaque augmentation que je gagnais, était accueillie par un bref hochement de tête de mon père avant qu'il ne me demande si je pouvais aider à payer pour le dernier désastre de Corbin. J'ai déménagé peu de temps après le sauvetage crypto. J'ai vécu dans un minuscule et misérable studio qui sentait le chou bouilli et l'eau de Javel bon marché. Je travaillais 70 heures par semaine, me portant volontaire pour chaque heure supplémentaire, chaque rotation de vacances. J'amassais mon argent. Je vivais comme si j'étais fauché parce que je savais que si jamais je trébuchais, il n'y aurait pas de filet de sécurité pour moi. Personne n'allait vider sa retraite pour Vaughan. Au fil des ans, Corbin a rebondi d'une fausse start-up à une autre. Il portait de l'eau de Cologne chère, achetait des costumes sur mesure, et parlait beaucoup de capital risque. Il projetait l'image d'un jeune célibataire riche. Mais je connaissais la vérité. Je savais que maman et papa payaient secrètement les minimums de sa carte de crédit. Je savais qu'il était un parasite habillé de vêtements de marque. Mais je gardais ma bouche fermée. Je restais dans ma voie. Je me concentrais sur mes plans, mes feuilles de calcul, et mes comptes d'épargne. Je les laissais vivre dans leur illusion parce que les affronter était trop épuisant. Je pensais que la distance et l'indépendance financière me protégeraient.
Je pensais que si je travaillais assez dur et que je construisais ma propre forteresse, leur toxicité ne pourrait pas m'atteindre. J'avais tort. Plus je réussissais, plus ils considéraient mes biens comme une extension du trésor familial. Ils ne voyaient pas mon travail acharné. Ils ne voyaient que des ressources qui étaient actuellement gaspillées parce qu'elles n'étaient pas utilisées pour soutenir Corbin. Restez dans les parages, car vous ne croirez pas comment cet enfant chéri a réussi à transformer ses propres échecs catastrophiques en une arme contre l'œuvre de ma vie. Au moment où j'ai eu 33 ans, toutes ces semaines de 70 heures ont finalement porté leurs fruits. J'avais gravi les échelons pour devenir un estimateur commercial senior. Je soumissionnais sur des projets de stades et d'hôpitaux de plusieurs millions de dollars. Mon revenu a grimpé en flèche, mais mon style de vie a à peine changé. Je conduisais un camion fiable, portais des vêtements simples, et continuais à économiser agressivement. J'avais un objectif, une seule obsession qui me faisait avancer à travers les labeurs sans fin. Je voulais un sanctuaire, un endroit où le bruit du monde, et plus particulièrement le bruit de ma famille, ne pourrait pas m'atteindre. Après des mois de recherche, je l'ai trouvé. Une maison au bord du lac a coupé le souffle sur la côte. Elle coûtait 920 000 dollars. C'était un engagement financier énorme, mais j'ai versé un acompte considérable et obtenu un excellent taux hypothécaire grâce à mon crédit impeccable. La maison était un chef-d'œuvre de design rustique moderne. Elle avait une terrasse en cèdre enveloppante qui surplombait l'eau, d'immenses baies vitrées qui laissaient entrer la lumière du matin, et une suite parentale qui ressemblait à un complexe de luxe. C'était isolé, paisible, et surtout, c'était entièrement à moi. Personne n'avait co-signé pour ça. Personne ne m'avait prêté un centime. C'était la manifestation physique de mon sang, de ma sueur, et de mes larmes. J'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère pour la famille. C'était un rare moment de fierté où je voulais vraiment qu'ils voient ce que j'avais accompli. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ils me regarderaient enfin et diraient qu'ils étaient fiers. Quelle erreur de calcul catastrophique ce fut. La fête a été un désastre subtil dès l'instant où leurs pneus ont crissé sur mon allée de gravier. Corbin est arrivé dans une Porsche en leasing, arborant une expression suffisante qui ne correspondait pas à son statut de start-up supposément en difficulté. Il a traversé ma cuisine sur mesure, passant ses doigts sur les comptoirs en granit, et a marmonné que c'était un peu isolé pour un gars sans vie sociale. Mais ce sont ses yeux qui l'ont trahi. Ils étaient affamés. Il calculait la superficie, évaluait la valeur, regardant ma maison non pas comme une réussite, mais comme un actif. Les vrais signaux d'alarme, cependant, ont commencé à apparaître plus tard dans l'après-midi. Je transportais un plateau de boissons de la cuisine quand je me suis arrêté dans le couloir. La porte de mon bureau à domicile était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Wallace, mon père, debout devant mon bureau. Il tenait la clé de rechange de la maison que j'avais laissée dans un bol décoratif. J'ai regardé, figé, pendant qu'il pressait fermement la clé dans une petite barre de cire utilitaire molle qu'il avait sortie de sa poche, capturant les rainures et les coupes exactes. Il a glissé la cire et la clé dans ses poches, complètement imperturbable. J'aurais dû le confronter sur le champ. J'aurais dû le mettre dehors, mais le vieux conditionnement a pris le dessus. Je ne voulais pas faire de scène. Je me suis dit qu'il était juste un père surprotecteur, voulant une clé en cas d'urgence. 20 minutes plus tard, les coups ont continué à pleuvoir. Je suis monté à l'étage pour prendre une serviette propre et j'ai trouvé Corbin dans ma chambre principale. Il ne se contentait pas de regarder autour de lui. Il avait un mètre ruban littéralement déroulé sur le sol, notant les dimensions sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, la voix tendue. Il a à peine levé les yeux. Je regarde juste si un lit California King rentre dans cette alcôve. C'est une super pièce, Vaughn. Un peu gâché pour un célibataire qui travaille tout le temps. Tu ne trouves pas? J'en ai ri. Un rire tendu et inconfortable. Je l'ai fait sortir de la pièce, verrouillant la porte derrière lui. Tout au long du reste de la soirée, Lorraine a fait des commentaires passifs-agressifs sur le fait que c'était vraiment dommage qu'une maison de 4 chambres n'ait qu'une seule personne y vivant. Elle a parlé fort de la façon dont les familles devraient partager leurs bénédictions. J'ai ignoré. J'ai grillé les steaks, versé le vin, et joué l'hôte parfait. Quand ils sont finalement partis, je me suis tenu sur ma terrasse, écoutant le clapotis silencieux de l'eau contre le quai. Je me suis dit que leur comportement n'était que leur excentricité habituelle. J'ai rationalisé.
Je me suis convaincu qu'ils étaient juste jaloux et l'exprimaient maladroitement. J'étais un imbécile complet. J'étais debout dans ma forteresse d'1 million de dollars, totalement aveugle au fait que le pont-levis était déjà en train d'être abaissé de l'intérieur. Ce week-end n'était pas une célébration de mon succès. C'était une mission de reconnaissance. Il faisait l'inventaire. Il mesurait les rideaux. Il volait les clés de mon royaume. Et je leur tendais les boissons pendant qu'ils le faisaient. Je me suis convaincu qu'ils étaient juste excentriques. J'étais un imbécile. Ce week-end n'était pas une célébration. C'était une mission de reconnaissance. L'explosion s'est produite exactement 3 semaines plus tard, lors de notre dîner familial obligatoire du vendredi soir chez mes parents. C'était une tradition que je détestais mais que je tolérais par un sentiment de devoir mal placé. La salle à manger sentait toujours le rôti de bœuf et les lourdes attentes. Je suis arrivé directement d'un chantier, fatigué mais impatient de passer un week-end tranquille au bord du lac. Corbin est arrivé 30 minutes en retard, comme d'habitude, traînant ses 2 enfants, Daphné et Fletcher, derrière lui. Son ex-femme avait la garde principale, mais c'était son week-end, ce qui signifiait que ma mère ferait tout le travail parental pendant que Corbin scrollait sur son téléphone. Pendant le dîner, l'atmosphère était inhabituellement tendue. Wallace coupait sa viande agressivement. Lorraine n'arrêtait pas d'échanger des regards significatifs avec Corbin, et les enfants étaient anormalement silencieux. Je savais qu'un piège était en train d'être tendu. Je ne savais tout simplement pas encore quelle forme il prendrait. Au moment du dessert, Corbin s'est éclairci la gorge, commandant l'attention de la pièce. « J'ai de mauvaises nouvelles » a-t-il annoncé, adoptant une expression parfaitement ciselée de noble souffrance. « Mon propriétaire vend l'immeuble. Il nous met dehors. Il veut rénover le Penthouse et le revendre. Nous devons être partis d'ici la fin du mois. » Je me suis arrêté, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. « C'est dur », ai-je dit, calculant mentalement si je devais lui offrir un petit prêt pour une caution sur un nouvel endroit. « Tu as besoin d'aide pour trouver un agent immobilier ? Je connais un type spécialisé dans les locations en centre-ville. » Corbin a agité la main d'un air dédaigneux, un sourire malin se dessinant sur son visage. « Pas besoin. Nous avons déjà un plan. Les camions de déménagement arrivent lundi. Nous emménageons chez toi. » La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Je l'ai regardé fixement, attendant la chute. Comme rien ne venait, j'ai regardé mes parents. Ils hochaient tous les deux la tête en signe d'accord solennel. « Pardon » ai-je dit, ma voix dangereusement basse. « Emménager chez moi. » Wallace a laissé tomber sa fourchette sur son assiette avec un grand bruit. « Oui, c'est parfaitement logique. Tu as une immense maison avec 3 chambres vides. Corbin fait partie de la famille. Il a besoin d'un endroit où rester. J'ai déjà donné mon accord. » « Tu as donné ton accord » ai-je répété. L'absurdité pure de la déclaration me faisait tourner la tête. « C'est ma maison, papa. Je l'ai achetée. Je paie l'hypothèque. Tu n'as pas à approuver qui y vit. » Lorraine a tendu la main sur la table, essayant d'attraper la mienne, mais je l'ai retirée. « Vaughn, s'il te plaît, ne sois pas difficile. » A-t-elle plaidé, sa voix dégoulinant d'une détresse fabriquée. Ton frère est en crise. Daphné et Fletcher ont besoin de stabilité. Tu as tout cet espace et tu es toujours au travail de toute façon. C'est juste temporaire. Peut-être 1 an ou 2, jusqu'à ce que Corbin lance sa nouvelle start-up. 1 an ou 2. Je me suis levé, ma chaise raclant durement contre le parquet. J'ai regardé les gens qui étaient censés être ma famille. Je vais être incroyablement clair. Personne n'emménage chez moi. Ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un camp de réfugiés pour les terribles choix de vie de Corbin. La réponse est non. Absolument pas. Corbin a frappé du poing sur la table. Espèce de salaud d'égoïste. Je suis ton frère. J'ai des enfants. Tu vas juste te garder ce manoir géant pendant que mes enfants dorment dans la rue. Ils ne vont pas dormir dans la rue. Corbin, tu conduis une voiture à 90 000 $. Vends la Porsche et loue un appartement normal comme un adulte normal. Ai-je répliqué, ma voix s'élevant. Wallace s'est levé, le visage violet de rage. Ne parle pas à ton frère de cette façon.
La famille est de la famille. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tu leur ouvriras tes portes. Ou je te jure devant Dieu. Ou quoi? Ai-je défié en me penchant sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Me punir? Je suis un homme de 33 ans. Je suis propriétaire de mes biens et je vous le dis ici et maintenant, si l'un de vous se présente à ma propriété avec un camion de déménagement, j'appellerai les flics. Daphné a commencé à pleurer, effrayée par les cris. Lorraine a immédiatement pris la fille dans ses bras, me lançant un regard de pur venin. Regarde ce que tu as fait, Vaughn. Tu déchires cette famille à cause de ta propre cupidité. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait aucune raison de discuter avec eux. Ils vivaient dans une réalité alternative où mes biens étaient une propriété communale et mes limites n'étaient que des suggestions à ignorer. J'ai attrapé ma veste du dossier de la chaise. Je m'en vais. Ne vous présentez pas chez moi. Je suis sérieux. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, Corbin a crié derrière moi. On prend la suite parentale. Lundi, Vaughn. Papa m'a donné les clés. J'ai claqué la porte d'entrée derrière moi, tremblant de fureur. Dites-moi dans les commentaires. Seriez-vous parti sur le champ ou seriez-vous resté pour vous battre? Parce que ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Le trajet de retour de ce dîner désastreux a été un tourbillon d'adrénaline et d'incrédulité. Au moment où je me suis garé dans mon allée, la guerre psychologique avait déjà commencé. Mon téléphone explosait. Les singes volants avaient été lâchés. Dans la dynamique familiale, les singes volants sont les parents et amis que les abuseurs toxiques manipulent pour faire leur sale boulot, submergeant la victime de culpabilité et de honte. D'abord, un message de tante Béatrice. C'était une femme qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans mais qui avait soudainement des opinions bien arrêtées sur ma moralité. Je n'arrive pas à croire que tu fasses passer les biens matériels avant tes propres neveux. A-t-elle écrit, tu es devenu un matérialiste froid et avide. L'argent t'a ruiné. Puis est venu un énorme paragraphe de ma cousine aînée Patricia. Corbin est en larmes. Il ne sait pas comment expliquer à ses enfants que leur oncle riche les déteste. As-tu perdu la tête, Vaughn? Laisse-les au moins rester au sous-sol. Je suis resté assis dans mon camion, le moteur éteint, à lire message après message. Le récit avait déjà été tissé. J'étais le méchant riche et avare qui gardait son manoir, et Corbin était le père tragique et travailleur qui essayait juste de garder un toit sur la tête de ses enfants. C'était une campagne magistrale d'assassinat de réputation. Mais alors que j'étais assis là, la colère a commencé à se solidifier en quelque chose de tranchant et de tactique. Je connaissais Corbin. Je savais qu'il n'était pas une victime. Je savais qu'il avait orchestré cette crise. Je devais juste comprendre pourquoi il était si désespéré d'entrer dans ma maison en particulier. Pourquoi ne pas louer un endroit moins cher? Pourquoi ne pas emménager avec nos parents? Ça m'a frappé comme une tonne de briques. La maison du lac était le symbole ultime de statut. Corbin était profondément peu sûr de lui, essayant constamment de projeter une image de richesse extrême sur Instagram pour attirer des investisseurs pour ses fausses startups. Vivre dans un appartement exigu ou dans sa chambre d'enfant détruirait sa personnalité soigneusement élaborée. Mes posters des selfies depuis la terrasse enveloppante d'une propriété au bord de l'eau à 920 000 $. Cela le ferait passer pour un millionnaire de la tech. Il ne voulait pas seulement un abri. Il voulait mon style de vie. Il voulait voler mon succès et le porter comme un costume. Je suis entré dans ma maison sombre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis tenu dans l'entrée, pensant à ce que Corbin avait crié dans mon dos. Papa m'a donné les clés. Cette empreinte de cire. Wallace avait vraiment fait un double de la clé. Le profond sentiment de violation m'a donné la chair de poule. Ils avaient l'intention d'entrer comme si de rien n'était. À 8 heures le samedi matin, un serrurier commercial se garait dans mon allée. Je ne plaisantais pas avec les serrures résidentielles standards. Je lui ai fait installer des peines dormants électroniques à clavier robuste sur chaque porte extérieure, le genre de serrures utilisées sur les immeubles de bureaux à haute sécurité. J'ai choisi des codes complexes et désactivé toute possibilité de déverrouillage par clé physique. Le clic métallique lourd de ces peines dormants s'engageant fut le son le plus satisfaisant que j'avais entendu depuis des mois. Ensuite, ce fut le tour du technicien en sécurité.
J'ai dépensé près de 4 000 $ pour améliorer mon système existant. Nous avons installé des caméras haute définition à 360 degrés le long du périmètre, de l'allée, et des porches. Elles étaient équipées de capteurs de mouvement, de vision nocturne, et d'un enregistrement audio bidirectionnel. J'ai tout synchronisé sur mon téléphone. Je voulais un périmètre numérique si étanche qu'un écureuil ne pourrait pas traverser ma pelouse sans que je le sache. Tout le week-end, le harcèlement a continué. Mon téléphone vibrait sans cesse. Wallace a laissé un message vocal qui sonnait comme un parrain de la mafia. C'est ton dernier avertissement, Vaughn. Tu vas laisser entrer ton frère lundi ou tu es mort pour cette famille. Lorraine a envoyé des photos des enfants l'air tristes. Corbin m'a envoyé par texto une liste de mes propres meubles. Il voulait que je les déplace au garage pour faire de la place pour ses affaires. C'était surréaliste. Ils opéraient avec une confiance absolue et inébranlable qu'ils allaient gagner. Ils croyaient que, parce qu'ils m'avaient toujours intimidé jusqu'à la soumission par le passé, je finirais par céder sous la pression. Ils pensaient que mon silence pendant le week-end était un signe de reddition. Mais je ne me rendais pas. Je me préparais. J'ai passé le dimanche à nettoyer ma maison, à organiser mes dossiers, et à m'assurer que mon sanctuaire était en parfait état. J'ai senti une étrange sensation de calme m'envahir. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de leur colère. J'étais prêt pour elle. Le piège était tendu, les murs étaient fortifiés, et tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils tombent droit dedans. Le bilan psychologique du week-end a été lourd, mais la fortification de ma maison m'a donné du pouvoir. Le calme avant la tempête était angoissant, mais ce n'était rien comparé à la bombe absolue qui allait éclater le dimanche soir. Juste au moment où j'essayais de dormir un peu avant l'inévitable confrontation du lundi matin, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un numéro de la brigade familiale hostile habituelle. C'était mon cousin Kendrick. Kendrick était un type intelligent et pragmatique qui travaillait comme auditeur financier à Chicago. Nous n'étions pas incroyablement proches, mais nous nous étions toujours respectés. J'ai décroché le téléphone, m'attendant à une autre leçon de morale. Et, Kendrick, laisse-moi deviner. Tu appelles pour me dire que je suis un monstre de ne pas laisser Corbin transformer ma maison en maison de fraternité. Kendrick a poussé un lourd soupir. En fait, mec, j'appelle parce que rien de tout ça n'a de sens. Je viens de raccrocher avec ta mère. Elle est hystérique. Mais Vaughn, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi est-ce que tu empêches Corbin d'entrer dans une maison qu'il a payée? Je me suis figé. Le silence à mon bout du fil était assourdissant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Kendrick a hésité. Corbin a dit à toute la famille qu'il t'avait donné la compte pour la maison du lac. Il a dit que sa start-up avait cartonné. Il voulait investir dans l'immobilier et il a utilisé ton nom pour l'hypothèque pour t'aider à bâtir ton crédit. Il a dit à tout le monde qu'il est le copropriétaire silencieux de la propriété. L'audace du mensonge était si massive, si incroyablement psychotique que j'ai laissé échapper un rire bref et haletant. Un copropriétaire, Kendrick? Corbin n'a pas 2 sous à frotter l'un contre l'autre. Il est fauché. J'ai acheté cette maison avec mon propre argent, de mon propre salaire. Il n'a aucun droit dessus. Tu es sérieux? A demandé Kendrick, sa voix baissant d'un octave. Parce qu'il dit à tout le monde que tu essaies de voler son investissement. Que la raison pour laquelle il emménage est qu'il a légalement droit à la propriété. Il a même montré à tante Béatrice une sorte de document imprimé. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste un frère capricieux qui demandait une faveur. C'était une fraude calculée et malveillante. Corbin essayait activement de construire un faux récit selon lequel il possédait ma maison. Il construisait un cadre légal et social pour détourner ma propriété. Kendrick, écoute-moi attentivement. J'ai besoin que tu me dises exactement ce qu'il a dit d'autre. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes. Kendrick a révélé que Corbin prétendait que son immeuble n'était pas vendu. Il prétendait qu'il choisissait de quitter son appartement de luxe pour venir vivre dans sa maison du lac afin de garder un œil sur son investissement parce que j'agissais de manière erratique. Quand j'ai raccroché le téléphone, la dernière parcelle d'obligation familiale que j'avais a disparu. Elle s'est évaporée dans les airs, remplacée par un désir froid et calculateur de détruire complètement son récit. Il voulait jouer au magnate de l'immobilier avec l'œuvre de ma vie. Très bien.
Il était temps de lui montrer comment un vrai homme d'affaires gère une prise de contrôle hostile. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé directement sur la base de données des registres publics du comté. J'ai cherché son nom et son complexe d'appartements actuel. Il m'a fallu 15 minutes de recherche dans les dossiers des tribunaux civils pour trouver exactement ce que je savais devoir être là, un avis d'expulsion. Corbin ne partait pas de son plein gré. Il était légalement expulsé pour non-paiement de loyer. Il avait 4 mois de retard. J'ai continué à creuser. J'ai effectué une vérification d'antécédents en utilisant certains de mes outils d'immobilier commercial. J'ai trouvé les registres publics des privilèges. La Porsche à 90 000 $. Elle était lourdement sous l'eau et la société de leasing avait déjà déposé les documents pour la reprise de possession. Je suis resté assis dans la lueur de mes écrans, téléchargeant les fichiers PDF. J'ai appuyé sur imprimer. L'imprimante laser dans le coin de mon bureau s'est mise à ronronner, crachant des pages de papier chaud et croustillant. Le son de l'imprimante était le son de la destruction imminente. J'ai rassemblé l'avis d'expulsion, les documents de reprise de possession du véhicule, et une copie certifiée de mon propre acte de propriété montrant mon nom, et seulement mon nom, comme unique propriétaire. Je les ai tous glissés dans un lourd dossier manille. Corbin voulait une guerre. Il voulait traîner mon nom dans la boue et voler mon joyau de la couronne, mais il avait fait une erreur de calcul fatale. Il avait apporté des mensonges à un combat contre un homme qui passait sa vie à traiter avec des faits bruts et concrets. J'ai placé le dossier près de la porte d'entrée. Les peines dormants électroniques brillaient d'une faible lumière verte dans l'obscurité. Je n'étais plus le fils invisible et maltraité. J'étais le maître de mon domaine, et l'enfant chéri était sur le point de faire face à un jugement qu'il n'oublierait jamais. Corbin voulait jouer au magnate de l'immobilier avec l'œuvre de ma vie. Il était temps de lui montrer comment un vrai homme d'affaires gère les prises de contrôle hostiles. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton s'abonner pour. Laissez un j'aime et commentez le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui comprennent la douleur d'une famille toxique. Merci beaucoup pour votre soutien. La lumière du soleil se reflétant sur mon pare-brise ne faisait rien pour réchauffer la colère glaciale qui coulait dans mes veines. Le trajet de mon bureau commercial jusqu'à la maison du lac fut un flou d'asphalte et d'adrénaline. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet, l'écran toujours illuminé par le flux en direct de mes caméras de sécurité. La situation sur mon Porsche se détériorait rapidement en un cirque de droit acquis toxique. Je gardais le pied fermement sur l'accélérateur, écoutant les progrès terriblement lents de ma famille essayant de s'introduire dans ma forteresse. J'avais préparé le dossier Manille la veille, le posant sur le siège passager comme une arme chargée. Il contenait la destruction absolue de la fausse réalité de Corbin. Grâce au flux audio de la caméra, je pouvais entendre la panique pure s'installer. Wallace se tenait près de la lourde porte en chêne, enfonçant agressivement la clé dupliquée qu'il avait faite dans le nouveau peine dormante électronique. Bien sûr, elle ne rentrait pas. La serrure n'avait même plus de trou de serrure standard. C'était un système à clavier numérique conçu pour la sécurité commerciale. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? Aboya Wallace, son visage devenant d'un rouge profond alors qu'il martelait d'un poing lourd le cadre de la porte renforcée. Il a changé les serrures. Le morveux ingrat a vraiment changé les serrures. Lorraine faisait les 100 pas sur la terrasse en cèdre immaculé, sa valise à fleurs abandonnée près des marches. Elle tenait son téléphone à son oreille, me laissant frénétiquement un autre message vocal. Vaughn, décroche le téléphone tout de suite. Hurla-t-elle dans le récepteur, sa voix résonnant à travers le microphone haute définition. Nous avons un camion de déménagement ici qui est payé à l'heure. Les déménageurs attendent. Arrête de faire ton caprice et donne le code d'accès à ton frère. J'ai laissé échapper un rire rauque et amer qui a résonné dans l'habitacle vide de mon camion. Un caprice? Elle qualifiait la défense de ma propriété à 920 000 $ de caprice. Il était ahurissant de voir à quel point leur délire était profond. Sur le côté, appuyé contre sa Porsche en leasing, se trouvait Corbin. Il essayait de maintenir son aura de fondateur de start-up à succès devant les 3 déménageurs costauds qui attendaient près du camion, mais il échouait lamentablement. Il transpirait à travers sa chemise de marque. Les déménageurs, vêtus d'uniformes bleus assortis, se tenaient les bras croisés, l'air incroyablement agacés. « Écoutez, mec, » dit le chef d'équipe en s'avançant. « On déménage ces meubles ou quoi?
On a un autre boulot de l'autre côté de la ville à 14 heures. On ne peut pas rester là à vous regarder vous battre avec la porte. Corbin agita les mains nerveusement. Donnez-nous juste une minute. Mon frère a juste un problème technique avec son système domotique. C'est le gars de la tech, vous savez. Il a probablement juste réinitialisé le Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Il est en route pour réparer ça. Nous sommes copropriétaires de cet endroit, alors commencez juste à décharger les cartons sur la pelouse. L'audace du mensonge me fit serrer le volant jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Il jouait toujours la carte du copropriétaire. Il essayait toujours de construire une réalité où ma décennie de semaines de travail de 70 heures, mes mains calleuses, et mes comptes d'épargne vidés lui appartenaient d'une manière ou d'une autre. Alors que je tournais sur la dernière route sinueuse menant au lac, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Je portais un costume anthracite bien coupé pour une présentation client que j'avais prévue plus tard dans la journée. Ma cravate était parfaitement nouée. J'avais l'air de l'estimateur de projet senior que j'étais. J'avais l'air d'un homme qui possédait sa vie. J'ai contrasté cela avec la scène chaotique, transpirante, et désespérée qui se déroulait sur ma pelouse. Pendant toute mon enfance, il m'avait fait me sentir petit, sale, et secondaire. Aujourd'hui, les rôles étaient définitivement inversés. Le crissement de mes pneus sur l'allée de gravier fut le son le plus fort du monde. Au moment où mon lourd camion est apparu, l'activité frénétique sur le porche s'est arrêtée net. Les déménageurs se sont tournés pour me regarder. Wallace a laissé tomber sa main de la porte. Lorraine a baissé son téléphone. Corbin s'est redressé, les yeux grands ouverts, ressemblant à un cerf pris dans les phares de la réalité. J'ai mis le camion en stationnement, j'ai coupé le moteur, et j'ai attrapé le lourd dossier manie du siège passager. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps pour ouvrir la porte, sortir sur l'allée, et ajuster ma veste de costume. La brise matinale fraîche du lac faisait bruire les arbres, offrant une toile de fond paisible à la guerre absolue qui était sur le point d'avoir lieu. « Eh bien » a crié Wallace, dévalant les marches du porche vers moi, le torse bombé dans sa posture autoritaire classique. « Tu es fier de toi ? Garder ta propre famille enfermée dehors comme des criminels. Ouvre cette porte tout de suite, Vaughn. Je ne joue pas avec toi. » Je l'ai regardé, ne ressentant absolument rien. La peur qui me paralysait autrefois quand il criait avait complètement disparu. Je n'étais plus un apprenti de 16 ans effrayé. « Qu'est-il arrivé à la clé que tu as volée sur mon bureau, papa ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. L'empreinte de cire n'a pas fonctionné. La couleur a instantanément quitté le visage de Wallace. Il s'est arrêté net. Mais ils étaient sans voix, et Corbin n'avait pas fini de creuser sa tombe. Il était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa misérable vie. Le silence qui a suivi ma question était assourdissant. Le seul son était le doux clapotis de l'eau du lac contre mon quai privé. Wallace a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, entièrement dépouillé de sa fausse autorité. Il savait que je savais. Le vol secret de la clé de rechange était exposé au grand jour, révélant la vilaine vérité qu'ils avaient prémédité cette invasion. Lorraine, cependant, a refusé de céder le récit. Elle s'est précipitée en bas des marches, s'insérant entre moi et mon père. « Tu es paranoïaque, Vaughn. » a-t-elle crié, agitant les bras de façon dramatique. Ton père essayait juste d'être serviable. Il voulait une clé pour les urgences, et c'est une urgence. Ton frère a besoin d'un toit sur la tête, et tu le traites comme un étranger. Regarde Daphné et Fletcher. J'ai jeté un coup d'œil vers les portes ouvertes du monospace garé derrière la Porsche. Les deux enfants étaient assis sur la banquette arrière, fixant leur iPad, ignorant béatement la faillite financière et morale de leur père. J'ai ressenti une pointe de pitié pour eux, mais je n'allais pas m'immoler par le feu pour garder Corbin au chaud. J'ai tourné mon attention vers l'enfant chéri. Corbin se tenait toujours près des déménageurs, essayant de projeter une attitude décontractée et imperturbable. « Allez, Vaughn. » a dit Corbin, tentant un rire fraternel forcé qui ressemblait plus à un étranglement. « Arrête de faire ta drama queen devant les employés. Tu te mets dans l'embarras. Tape juste le code sur la porte pour qu'on en finisse. On a beaucoup de meubles à déplacer. » J'ai lentement remonté l'allée, réduisant la distance entre nous.
Les 3 déménageurs ont senti la tension et ont instinctivement reculé de quelques pas, croisant les bras et regardant le drame familial se dérouler comme un spectacle gratuit. Tu as dit à tout le monde que tu étais copropriétaire de cette maison. Corbin, ai-je dit, ma voix projetant clairement sur la pelouse. Tu as dit à Kendrick que tu m'avais donné la compte. Tu as dit à tante Béatrice que tu avais mis mon nom sur l'hypothèque pour aider mon crédit. Le faux sourire de Corbin a disparu. Il a jeté un regard nerveux au déménageur. Baisse la voix, Vaughn. On peut en parler à l'intérieur. Ouvre juste la porte. Nous n'allons pas à l'intérieur, ai-je répondu, m'arrêtant juste devant sa voiture de luxe en leasing. Et nous n'allons certainement pas baisser la voix. Tu veux jouer au magnate de l'immobilier à succès? Jetons un coup d'œil à ton portefeuille. J'ai soulevé le lourd dossier Manille et je l'ai claqué sur le capot lisse de sa Porsche à 90 000 $. Le bruit sec a fait sursauter Lorraine. Qu'est-ce que c'est? A demandé Wallace, sa voix tremblante alors qu'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. Ça, papa, c'est la vérité, ai-je dit, regardant directement dans les yeux de mon père. Tu m'as dit que le propriétaire de Corbin vendait l'immeuble. Tu m'as dit qu'il déménageait par choix. C'était un mensonge. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le premier document, un paquet épais avec un tampon rouge du tribunal du comté sur le coin supérieur. Je l'ai brandi pour que les déménageurs, mes parents, et Corbin puissent tous le voir clairement. Ceci est un avis d'expulsion ordonné par le tribunal, ai-je annoncé, articulant chaque syllabe. Corbin ne quitte pas son appartement de luxe parce que l'immeuble est vendu. Il est expulsé de force par le bureau du shérif demain matin parce qu'il n'a pas payé de loyer depuis 4 mois. Il est complètement fauché. Lorraine a eu le souffle coupé, portant une main à sa bouche. Elle a regardé Corbin, les yeux écarquillés de choc. Corbin, de quoi parle-t-il? Tu as dit que ta start-up venait de sécuriser un 2e tour de financement. Corbin était complètement figé. Son visage avait la couleur de la neige sale. Il a bégayé, regardant frénétiquement entre moi et notre mère. C'est juste un problème de trésorerie temporaire, maman. La banque a fait une erreur avec les virements. Un problème de virement qui a duré des mois. Ai-je répliqué en sortant le 2e document. Alors explique ça. Ceci est un dépôt de privilège public de la société de leasing automobile. Ils ont déjà soumis les documents pour la reprise de possession. Cette Porsche contre laquelle tu es appuyé. Celle que tu exhibes sur Instagram pour faire croire à tout le monde que tu es un millionnaire. La dépanneuse la recherche activement en ce moment. Tu es noyé sous les dettes, Corbin. Et au lieu d'agir comme un homme et d'emménager dans un appartement bon marché, tu as décidé de mentir à toute la famille et d'essayer de détourner ma maison d'1 million de dollars pour maintenir ton pathétique style de vie factice. La dévastation était absolue. Wallace avait l'air d'avoir été frappé physiquement. L'enfant chéri, le visionnaire pour lequel il avait vidé sa retraite, était entièrement exposé comme un fraudeur. L'illusion qu'ils avaient vénérée pendant 30 ans était brisée sur mon allée. Mais un narcissique ne tombe jamais sans se battre. Au lieu de ressentir de la honte, Corbin s'est senti acculé, et un rat acculé fera n'importe quoi pour s'échapper. Ses yeux se sont agités sauvagement, et il a fouillé dans sa poche, sortant son téléphone portable. Ses mains tremblaient violemment. Tu te crois si malin, Vaughn? A craché Corbin, sa voix se brisant de pure méchanceté. Tu penses que tu peux voler ma propriété et m'humilier? On verra bien. Il a composé 3 chiffres et a mis le téléphone à son oreille. Oui, 911. J'ai besoin d'une assistance policière immédiate. Je suis à ma propriété sur la côte et mon frère fou s'introduit chez moi et refuse de me laisser entrer dans ma propre maison. Il devient violent. Envoyez une voiture de patrouille tout de suite. Il a raccroché, un sourire malade et triomphant revenant sur son visage. L'enfant chéri était sur le point d'apprendre que jouer la victime auprès de la police a des conséquences dévastatrices. L'audace pure de Corbin appelant les services d'urgence pour me signaler pour intrusion sur ma propre propriété était si stupéfiante que, pendant un instant, personne n'a bougé. Le chef de l'équipe de déménagement a laissé échapper un long sifflement bas, a secoué la tête, et a ordonné à ses hommes de s'asseoir sur le haillon de leur camion. Ils ne toucheraient pas un seul carton jusqu'à ce que la loi règle ce pétrin. Lorraine a commencé à paniquer, saisissant le bras de Wallace. Corbin, raccroche.
rappelle et annule. Nous n'avons pas besoin que la police soit impliquée dans les affaires de famille. C'est trop tard pour ça, maman. A ricané Corbin, arpentant nerveusement sa voiture sur le point d'être saisie. Vaughn veut jouer dur avec les documents légaux. Très bien. J'ai un document, moi aussi. Il a sorti un morceau de papier froissé de la poche de sa veste, l'agitant comme une baguette magique. Les sirènes sont devenues audibles au loin, déchirant l'air paisible du matin. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fermé mon dossier manille, posé mes mains sur mes hanches, et attendu. J'avais la vérité absolue de mon côté, étayée par les registres du comté, et des preuves indéniables. En moins de 10 minutes, une voiture de patrouille du shérif du comté a dévalé l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière avant de s'arrêter brusquement derrière le camion de déménagement. La porte s'est ouverte et un officier grand et large d'épaules est sorti. Son badge indiquait shérif Langdon. Il avait les cheveux grisonnants, une expression sévère, et la posture indubitable d'un homme qui n'avait aucune patience pour les bêtises. Bon, qui a appelé le dispatch, a demandé le shérif Langdon, posant une main sur sa ceinture de service alors que ses yeux balayaient la scène bizarre. La mère en pleurs, le père abasourdi, le frère au sourire narquois, et moi, debout calmement dans un costume sur mesure. C'est moi, officier. Corbin a pratiquement sprinté vers le shérif, adoptant son ton le plus pathétique et victimisé. Mon frère ici m'a enfermé hors de ma maison. Il a changé les serrures ce week-end sans ma permission. Mes enfants sont dans la voiture. Nous avons un camion de déménagement payé à l'heure et il refuse de nous laisser entrer. Il essaie de voler mon investissement immobilier. Le shérif Langdon a haussé un sourcil, sortant un petit carnet de sa poche. D'accord, prenons les choses une par une. Qui est le propriétaire légal de cette propriété? C'est moi, ai-je dit en m'avançant. Je m'appelle Vaughn. C'est ma résidence. Il ment. A interrompu bruyamment Corbin. Je suis un copropriétaire silencieux. J'ai fourni la compte. J'ai la preuve ici même. Corbin a agressivement poussé le papier froissé vers le shérif. Langdon l'a pris, l'a déplié, et a passé environ 10 secondes à le lire. Je n'avais même pas besoin de le voir pour savoir ce que c'était. C'était probablement un faux accord que Corbin avait tapé sur son ordinateur portable, complètement dépourvu de toute valeur juridique ou de notarisation. Langdon a soupiré lourdement, rendant le papier à Corbin. Monsieur, ceci est une feuille de papier d'imprimante avec une signature tapée. Ce n'est pas un acte de propriété. Ce n'est pas un contrat légal. Ça ne signifie absolument rien. La mâchoire de Corbin est tombée. Mais je lui ai donné l'argent. C'est un contrat verbal. Nous sommes de la même famille. Le shérif Langdon s'est tourné vers moi. Monsieur, avez-vous une pièce d'identité et une preuve de résidence? J'ai ouvert le dossier manille. Je lui ai tendu mon permis de conduire, qui portait clairement l'adresse de la maison du lac. Puis je lui ai tendu la copie certifiée de l'acte de propriété. Il portait le sceau officiel du comté, le filigrane, et mon nom listé comme unique et exclusif propriétaire. Langdon a examiné les documents attentivement. Il a hoché la tête, me les rendant. Tout semble en ordre ici. C'est votre propriété. J'ai aussi ça, officier, ai-je ajouté, sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai joué l'enregistrement de 20 minutes plus tôt. L'audio cristallin de Wallace essayant d'utiliser une clé dupliquée volée pour s'introduire et de Corbin exigeant le code d'accès. Le shérif Langdon a regardé la vidéo, son expression se durcissant. Il s'est tourné lentement pour faire face à Corbin, qui transpirait maintenant abondamment et reculait vers ses parents. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe ici, a dit le shérif Langdon, sa voix baissant à un grondement autoritaire et dangereux. Vous avez appelé les services d'urgence pour signaler faussement un crime. Vous avez présenté un document fabriqué à un officier de police. Et selon cette vidéo, vous et votre père tentiez activement de forcer l'entrée d'une propriété que vous ne possédez pas. Wallace a tenté d'intervenir, levant les mains en signe de défense. Attendez un peu, officier. C'est juste un malentendu entre frères. Nous sommes une famille. Nous essayons juste de. Je me fiche que vous soyez le pape. A claqué le shérif Langdon, coupant complètement mon père. Les droits de propriété ne disparaissent pas parce que vous partagez le même nom de famille. Le shérif a pointé un doigt sévère sur Corbin.
Vous avez exactement 15 minutes pour faire partir ce camion de déménagement de la propriété de cet homme. Si vous ou quiconque de votre famille met le pied sur cette allée après ça, je vous mettrai personnellement les menottes pour intrusion criminelle et fausse déclaration à la police. Est-ce que vous me comprenez? Corbin était complètement anéanti. Il a hoché la tête faiblement, incapable de parler. L'autorité suprême avait parlé, et l'enfant chéri était enfin, brutalement, tenu pour responsable. Si vous appréciez la destruction absolue de la fausse réalité de Corbin, tapez le mot terminé dans les commentaires ci-dessous. C'est le code secret pour les vrais fans qui sont arrivés jusqu'ici, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce mot-clé. Finissons en. Le compte à rebours avait commencé. 15 minutes. Le shérif Langdon se tenait près de sa voiture, les bras croisés, observant la scène avec l'intensité implacable d'un faucon. Le silence qui s'est abattu sur ma famille était absolu et suffocant. La grande illusion de leur droit acquis était entrée en collision avec le mur incassable de la loi, et l'impact les avait réduits en miettes. Le chef d'équipe de la société de déménagement n'a eu besoin d'aucune instruction supplémentaire. Il a sifflé brusquement à ses hommes, « Bon les gars. Vous avez entendu l'homme. Remballez tout. On s'en va. » Ce qui a suivi fut le spectacle le plus humiliant et frénétique que j'ai jamais vu. Corbin, dépouillé de son arrogance et faisant face à la menace très réelle des menottes, a commencé à attraper frénétiquement des cartons sur la pelouse et à les repousser dans le camion. Il transpirait à travers ses vêtements, ses mains tremblant si fort qu'il a laissé tomber une boîte de vaisselle, le bruit de la porcelaine brisée résonnant dans l'allée. Wallace, l'homme qui avait dirigé notre famille d'une main de fer, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ses épaules étaient affaissées. Son torse était rentré. Il a ramassé sans un mot la valise à fleurs de Lorraine et a marché péniblement jusqu'au monospace, regardant le gravier tout le long du chemin. Son autorité avait disparu. Il avait été sévèrement réprimandé par un autre homme, un officier de la loi, et il n'avait absolument aucune défense. Lorraine sanglotait ouvertement. Elle se tenait près de la Porsche, les mains couvrant son visage. Pleurant non pas pour moi, mais pour l'échec catastrophique de son enfant chéri. Toute la vie de Corbin était un mensonge, et les dommages collatéraux la frappaient enfin. Elle a essayé de m'approcher une dernière fois, faisant un pas hésitant en avant. « Vaughn, s'il te plaît, où sont-ils censés aller ?» Je l'ai regardé, ressentant un étrange sentiment de détachement. « Je ne sais pas, maman, mais ils ne restent pas ici. » Elle s'est détournée, vaincue, et est montée sur le siège passager du monospace. En 12 minutes, le camion de déménagement a claqué ses portes arrière et a grondé en descendant l'allée, laissant un nuage de gaz d'échappement dans son sillage. Corbin est monté dans sa Porsche en leasing, refusant de croiser mon regard. Wallace a conduit le monospace avec les enfants. La procession de la honte a lentement quitté ma propriété. Le shérif Langdon a attendu que le dernier véhicule tourne sur la route principale. Il s'est approché de moi, me tendant une carte de visite. « Les conflits familiaux sont la partie la plus laide de ce métier, fils, a-t-il dit doucement. Vous avez bien fait de tenir bon. S'ils reviennent, appelez-moi directement. N'hésitez pas. » Je lui ai serré la main, le remerciant pour son professionnalisme. Alors que sa voiture de patrouille s'éloignait, me laissant complètement seul sur mon allée. Une vague massive et écrasante de soulagement m'a submergé. La forteresse avait tenu. La bataille était terminée. Mais la guerre n'était pas complètement finie. Je connaissais ma famille. Je savais que les singes volants recevraient bientôt une version lourdement éditée et victimisée des événements de la matinée. Corbin appellerait sans aucun doute tante Béatrice et la cousine Patricia, prétendant que j'avais soudoyé la police ou menacé sa vie. Je devais réduire le faux récit en cendres avant qu'il ne puisse se propager. Je suis entré, je me suis versé une tasse de café noir bien fort, et je me suis assis à l'îlot de ma cuisine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'énorme discussion de groupe de la famille élargie. Il y avait 34 membres. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel. Je n'ai pas défendu mon caractère. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. J'ai téléchargé le PDF de l'avis d'expulsion de Corbin ordonné par le tribunal. J'ai téléchargé le PDF du dossier de reprise de possession du véhicule. J'ai téléchargé une photo de mon acte de propriété officiel. Et enfin, j'ai téléchargé la vidéo de la caméra de sécurité du shérif Langdon menaçant d'arrêter Corbin pour avoir présenté de faux documents et fait une fausse déclaration à la police. J'ai tapé un seul message concis sous les fichiers.
Pour tous ceux qui se demandent pourquoi Corbin et ses parents se sont vus refuser l'entrée de ma maison aujourd'hui, voici la vérité. Corbin est en faillite, expulsé pour non-paiement, et sa voiture est en cours de reprise de possession. Il a menti sur le financement de ma maison et a tenté de falsifier un document légal pour voler ma propriété. Tout harcèlement supplémentaire concernant cette affaire sera transmis à mon avocat. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé les accusés de réception arriver. Un par un, les petites icônes sont apparues en bas de l'écran. J'ai regardé les personnes qui m'avaient traité de monstre, de matérialiste avide, et de frère cruel ouvrir les fichiers. La discussion est devenue complètement silencieuse. Personne n'a tapé. Personne ne l'a défendu. 2 minutes plus tard, une notification est apparue à l'écran. Tante Béatrice a quitté le groupe. Cousine Patricia a quitté le groupe. Les singes volants se sont dispersés. La vérité était trop indéniable, trop brutale, et trop documentée pour qu'ils puissent argumenter. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé sur le comptoir, et j'ai pris une longue gorgée de mon café. Le silence dans ma maison n'était plus solitaire. Il était victorieux. L'enfant chéri avait été entièrement démasqué, et les facilitateurs avaient été réduits au silence. Le cycle toxique était enfin brisé. Pendant 3 mois entiers, je n'ai pas entendu un seul mot de ma famille immédiate. Le silence était absolu. Pas d'appel manqué le dimanche après-midi, pas de texto passif-agressif, pas de demande d'argent. C'était la plus longue période de paix que j'avais connue en 33 ans d'existence. Pendant ce temps, je ne me suis pas contenté de me reposer et de me détendre. Je savais que les dommages qu'ils avaient infligés à ma psyché étaient profonds. Alors, j'ai agi. J'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé en traumatisme 2 fois par semaine. Je m'asseyais dans un fauteuil en cuir confortable dans un bureau calme et je déballais 3 décennies passées à être l'enfant invisible et exploité. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que je n'étais pas responsable de sauver des gens qui essayaient activement de me noyer. J'ai appris que fixer des limites n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'auto-préservation. Pendant que je guérissais, la réalité de la situation de Corbin écrasait enfin mes parents. Par l'intermédiaire de mon cousin Kendrick, j'ai entendu des bribes des retombées. Le shérif avait en effet expulsé Corbin le lendemain de l'incident dans l'allée. La société de leasing a retrouvé sa Porsche et l'a remorqué au milieu de la nuit. Sans argent, sans crédit, et avec ses mensonges exposés à toute la famille élargie, Corbin n'avait nulle part où aller. Lui et ses 2 enfants avaient emménagé dans la petite maison de banlieue de 3 chambres de mes parents. Wallace et Lorraine goûtaient enfin à la réalité dont ils avaient protégé Corbin toute sa vie. Ils étaient entièrement responsables financièrement d'un homme de 30 ans qui refusait de trouver un vrai travail, en plus de nourrir et de loger 2 jeunes enfants. Leurs économies de retraite, déjà épuisées par son désastre crypto, s'amenuisaient rapidement. L'enfant chéri n'était plus un visionnaire. Il était un fardeau massif et étouffant. Le point de rupture est arrivé fin octobre. J'étais assis sur ma terrasse en cèdre à regarder les feuilles d'automne dériver sur la surface du lac quand mon téléphone a vibré. C'était un email de Wallace. L'objet disait simplement « S'il te plaît, lis, de papa ». J'ai ouvert l'email en m'attendant à une autre tentative de culpabilisation, mais le ton était complètement différent. Il était dépouillé de toute arrogance, de tout droit acquis, et de toute autorité. C'était l'email d'un homme brisé. Vaughn, lisait-on, je n'attends pas que tu nous pardonnes. Ce que nous avons fait est impardonnable. Ta mère et moi avons passé les 3 derniers mois à vivre avec les conséquences de notre aveuglement. Corbin nous a tout pris, et il en attend toujours plus. Nous voyons clairement maintenant ce que tu as toujours vu. Nous t'avons terriblement traité. Nous avons tenu ton travail acharné pour acquis et avons essayé de sacrifier ton succès pour ses échecs. Nous sommes épuisés, Vaughn. Nous sommes tellement désolés. Nous voulons juste te revoir. Nous voulons retrouver notre fils. S'il te plaît, s'il te reste une place dans ton cœur, parlons. J'ai lu l'email 3 fois. La validation que j'avais désirée toute mon enfance me regardait enfin depuis l'écran. Ils admettaient qu'ils avaient eu tort. Ils admettaient que Corbin était un parasite. Ils admettaient que mon succès était le mien. Mais la thérapie m'avait appris que des excuses sans changement de comportement ne sont que de la manipulation. Je n'allais pas courir dans leurs bras juste parce qu'ils étaient fatigués de gérer le monstre qu'ils avaient créé. La dynamique du pouvoir avait changé de façon permanente. Je n'étais plus le fils subordonné cherchant leur approbation. J'étais le maître de ma propre vie et je détenais toutes les cartes.
J'ai pris mon temps pour rédiger ma réponse. J'ai tapé avec une précision froide et calculée. Papa, j'accepte tes excuses. Cependant, notre relation ne redeviendra jamais ce qu'elle était. Si maman et toi voulez faire partie de ma vie à l'avenir, voici mes conditions non négociables. 1. Vous ne me demanderez jamais un seul dollar pour soutenir Corbin, ni ne suggérerez jamais que je l'aide. 2. Corbin est banni de ma propriété. Il n'est pas le bienvenu chez moi, jamais. 3. Ma maison est mon sanctuaire. Vous n'arriverez jamais à l'improviste, et vous respecterez entièrement ma vie privée. Si vous pouvez accepter ces conditions, nous pourrons déjeuner en ville le mois prochain. Si vous les violez ne serait-ce qu'une fois, la porte se fermera pour toujours. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti aucune hésitation. Je fixais les termes de l'engagement, érigeant une immense clôture d'acier autour de ma tranquillité d'esprit. La réponse est venue moins de 5 minutes plus tard. C'était une seule phrase de Wallace. Nous acceptons toutes tes conditions, complètement et sans question. Merci, Vaughn. Le changement de pouvoir était complet. Je les avais forcés à me respecter, non pas en le suppliant, mais en l'exigeant et en le soutenant par des conséquences absolues. Ils avaient appris à leurs dépens que l'enfant invisible était devenu un homme qu'ils ne pouvaient pas briser. Le processus de guérison a été lent, maladroit, et très prudent. J'ai rencontré Wallace et Lorraine pour déjeuner dans un restaurant public neutre quelques semaines après l'échange de mai. Ils semblaient plus âgés, plus fatigués, et portaient le lourd fardeau de s'occuper de Corbin à plein temps. Ils étaient prudents avec leurs mots, me traitant avec un niveau de respect qui frisait le formel. C'était étrange, mais c'était sain. Ils m'ont posé des questions sur mes projets d'estimation CVC, ont écouté attentivement, et n'ont pas mentionné mon frère une seule fois. Fin novembre, nous avions établi une connexion fragile mais stable. J'ai décidé de tâter le terrain et je les ai invités à organiser Thanksgiving à la Maison du Lac. C'était un pas de géant, une réappropriation de l'espace qui avait failli être le théâtre d'une guerre familiale. Le jour de Thanksgiving est arrivé, vif et froid. Quand la voiture de Wallace et Lorraine s'est engagée dans l'allée de gravier, il n'y avait pas de camion de déménagement derrière eux. Il n'y avait pas de frère exigeant l'accès. Il y avait juste ma mère tenant une tarte fraîchement cuite et mon père portant une bouteille de bon vin. Le contraste entre ce rassemblement et la désastreuse pendaison de crémaillère était comme le jour et la nuit. Wallace n'a pas fureté dans mon bureau. Il n'a mesuré aucun mur. Quand il a voulu regarder le match de football, il s'est approché de moi dans la cuisine et a poliment demandé « Vaughn, est-ce que ça te dérangerait si j'allumais la télévision du salon ?» C'était un petit geste, mais il signifiait tout. C'était une reconnaissance explicite que c'était mon domaine, mon royaume, et mes règles. Il respectait mes limites parce qu'il comprenait enfin le coup brutal de les franchir. Corbin, bien sûr, était absent. Il passait les fêtes à manger des restes réchauffés au micro-ondes dans le sous-sol de mes parents, blâmant toujours le monde pour ses échecs, attendant toujours un sauvetage qui n'allait jamais arriver. Il avait essayé de voler mon succès, et ce faisant, il s'était complètement aliéné de la seule personne capable de vraiment l'aider un jour. Après le dîner, ma mère et moi nous tenions sur la terrasse en cèdre, emmitouflés dans de lourds manteaux, regardant les derniers rayons du soleil sombrer sous la surface du lac. L'eau était parfaitement calme, reflétant les violets et les oranges profonds du ciel. « C'est magnifique ici, Vaughn. » a dit doucement Lorraine, son souffle créant de petits nuages dans l'air glacial. « Tu t'es construit une vie merveilleuse. Tu as mérité chaque morceau. Je suis tellement désolé que nous ayons failli tout gâcher. » J'ai regardé l'eau, sentant un profond sentiment de paix s'installer dans mes os. « Vous ne l'avez pas gâché, maman, ai-je répondu, ma voix stable. Vous m'avez juste forcé à la protéger. » Cette nuit-là, alors que je verrouillais les peines dormants électroniques et que j'activais le système de sécurité, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important. L'amour d'une famille nous est souvent vendu comme un lien inconditionnel et sans limite. On nous apprend que le sang signifie que nous devons tolérer les abus, le vol, et le manque de respect. Mais c'est un mensonge. Le véritable amour exige le respect. Et le respect ne peut exister sans limite. Ma maison du lac n'était plus seulement un investissement financier ou un symbole de statut. C'était un monument physique à ma propre valeur. Je m'étais battu pour mon espace. J'avais affronté le droit acquis toxique de ma propre chair et de mon propre sang, exposé leurs mensonges, et tenu bon face à une pression immense. J'ai refusé de laisser mon travail acharné devenir un filet de sécurité pour un narcissique.
Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les membres toxiques de votre famille est de les laisser tomber. Laissez-les faire face aux conséquences de leurs actions. Laissez-les toucher le fond sans votre matelas financier pour amortir le choc. C'est la seule façon pour eux d'apprendre un jour. Et plus important encore, c'est la seule façon pour vous de survivre un jour. Je m'appelle Vaughn. Je suis un estimateur en CVC. Je travaille dur pour mon argent. Je protège ma paix. Et mes portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui respectent le sol sur lequel ils marchent. Ai-je été trop dur en exposant les mensonges de mon frère à tout le monde et en forçant mes parents à faire face aux monstres qu'ils ont créés? Ou ai-je fait ce qui était nécessaire pour protéger ma paix? Donnez-moi votre verdict dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et activer la cloche de notification pour plus d'histoires de survie réelle contre les familles toxiques. Restez fort, protégez votre paix, et ne laissez jamais personne voler la vie que vous avez construite.